Nous passons à ce que nous avons un peu préparé avec nos amis chercheurs, c'est-à-dire le paysage de l'après, pas seulement le paysage du second tour, hein, cet affrontement entre l'extrême droite et le gagnant républicain du premier tour, mais évidemment la suite, ce séisme à gauche, ce séisme à droite, ce paysage nouveau, dévasté et en même temps nouveau aux législatives, et nous le faisons en compagnie de Stéphane Aliès qui m'a rejoint. Stéphane qui est au cœur de Mediapart, a suivi notamment toutes les crises et les discussions de la gauche avec des représentants de ces campagnes à venir. Oui, pour une fois, on fait des représentantes. Absolument, on fait une double entorse à nos habitudes, parce que d'habitude on faisait les soirées électorales. On disait pas de représentants de candidats, on ne prend que des chercheurs pour analyser à froid. Là, on a fait une petite entorse vu l'état de la gauche et l'intérêt qu'il y avait à le débriefer ce premier tour. Mais on a quand même essayé de garder un peu notre originalité en proposant d'avoir des visages un peu différents qui soutiennent les candidats. Parmi elles, car c'est une autre originalité, même si on essaie tout le temps de faire parité le plus strict possible, cette fois-ci on essaie de faire un plateau exclusivement féminin. Je pense que le débat y gagnera. Autour de nous, je vous présente Laetitia Avia. Laetitia Avia, qui a 35 ans, qui est avocate d'affaires et maîtresse de conférences à Sciences Po en droit des sociétés. Et, pardon ? 31 ans. 31 ans. Ah, ouais, ça commence bien. 31 ans. Ouais, c'est vrai que vous ne les faisiez pas les 35. Vous êtes candidat aux législatives pour En Marche, dans le 12e arrondissement, et également responsable du mouvement d'Emmanuel Macron dans le Val-de-Marne. Dans la 8e circonscription de Paris, vous êtes candidate. À vos côtés, Sandra Laugier. Sandra Laugier qui est déjà venue à plusieurs reprises sur ce plateau, qui est philosophe, qui enseigne à Paris 1 Sorbonne, spécialiste de divers du CAIR, de la démocratie radicale et d'autres comment thèmes on encore. réinvente la démocratie. On est au cœur du sujet et qui a animé pendant cette campagne le Forum des idées dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Nous avons également Sarah Legrain. Sarah Legrain qui a 31 ans aussi, qui est enseignante en Seine-Saint-Denis, secrétaire nationale du Parti de gauche aux relations unitaires et qui est également candidate aux législatives dans le 19e arrondissement, dans la 6e circonscription de Paris. Et nous avons, faute de candidats, de représentants de candidats de droite, nous avons Hélène Salvi, comme dirait François Fillon. Vous êtes de Mediapart, vous? Oui, je ne suis pas représentante de François Fillon ce soir. Vous êtes de Mediapart, c'est ça? C'est moi. Alors, oui. Je dis ça à ceux qui regardent. Allez voir, il y a des petites vidéos succulentes avec vous êtes de Mediapart, c'est ça, en clôture, y compris Trump. Fake news. Vous allez voir, c'est des petites vidéos très drôles. Allez les trouver autour de Mediapart grâce, c'est Hélène qui nous en a donné l'idée le jour où sa question a été bâchée comme ça, sa question pertinente à François Fillon. Donc nous allons faire d'abord un premier tour d'analyse des résultats. Vous étiez dans les QG avant de venir ici. Vous avez peut-être vu le candidat, vous en avez parlé avec vous. Laetitia Avia, Emmanuel Macron. J'imagine que c'est un soulagement, que la marche continue pour vous. Comment vous analysez ce soir ces résultats ? Mais écoutez, ce sont beaucoup de sentiments différents. Alors déjà, bien sûr, un moment de célébration, il faut le dire, un moment de célébration de cette année de travail, puisque le mouvement n'a qu'un an, parce que nous étions peu à y croire dès le début, parce qu'on voit tout ce qu'on a pu faire et qu'on imagine tout ce qu'on pourra faire ensuite en 5 ans, avec toute l'énergie que l'on a déployé et que l'on est prêt à déployer sur les prochaines années. Puis c'est un moment d'une grande gravité également, puisque le Front National est présent au second tour de l'élection présidentielle. C'est un moment dont il faut mesurer, peser vraiment la gravité. Et notre objectif, avec En Marche, c'était d'éviter cette situation. Alors on n'a pas pu obtenir cela, on n'a pas pu atteindre cet objectif, mais on célèbre tout de même le fait d'être arrivé premier de ce premier tour et de n'avoir pas laissé le Front National être le premier parti de France. Ça, c'est un élément très important pour la suite. Comment vous voyez le second tour d'ores et déjà? Parce que
Est-ce que la posture ni droite ni gauche entretenue et savamment travaillée pendant toute cette campagne, est-ce qu'elle tient toujours face à Marine Le Pen, qui va sans doute jouer le candidat de la mondialisation face au candidat de la souveraineté nationale? Est-ce que vous étiez préparé à ce second tour, à cet affrontement-là, cette opposition-là, d'entre deux tours? Alors oui, on était préparés, on était prêts à toutes les situations depuis le début. On a envisagé toutes les situations possibles. Alors le parti n'est pas ni de gauche ni de droite, c'est et de gauche et de droite. C'est un rassemblement, ce n'est pas un mouvement d'exclusion. Donc notre ligne directrice, elle a été fixée depuis le début. Et ça a été, dès le début, un barrage au FN. C'est un élément qu'on ne cesse de répéter. C'est vraiment de créer une dynamique positive de rassemblement des Français vers un projet progressiste. Donc on va continuer sur cette ligne directrice, puisque c'est celle qui fait aujourd'hui ce résultat. Et c'est celle qui, je l'espère, nous mènera à la victoire dans 15 jours. Sarah Legrain, je fais dans l'ordre des résultats de premier tour. Je n'ai jamais parlé. Qu'est-ce qui prédomine ce soir? Alors, cela dit, on m'a bien dit de dire à l'antenne qu'à l'heure actuelle, en tout cas juste avant qu'on commence ce deuxième plateau, Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration sur Facebook pour dire qu'il ne reconnaissait pas encore les résultats, qu'il attendait, qu'il n'était à ses yeux pas fiable car dépendant de sondages, que les grandes villes n'avaient pas été dépouillées et que pour lui, il attendait encore d'avoir des résultats consolidés. S'il était troisième ou quatrième. Enfin, quatrième. Non, lui il dit que le score de Marine Le Pen pour l'instant n'est pas forcément. On en est là pour l'instant. Mais pour autant, c'est vrai que l'indication tendrait à donner une troisième place, en tout cas au coude à coude avec François Fillon. Qu'est-ce qui prédomine ce soir? C'est la joie, entre guillemets, d'avoir fait un bon score, d'avoir quasiment doublé son score de 2012 pour Jean-Luc Mélenchon, ou c'est la terrible déception de se retrouver aux portes du second tour et de voir Marine Le Pen qualifiée? Je vais commencer par dire, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, que c'est un peu difficile pour l'instant d'analyser des résultats qui ne sont pas encore fixés. C'est-à-dire que c'est compliqué pour nous. On sait en plus que le vote des grandes villes, qui est celui qui nous manque pour l'instant, est un vote qui peut nous être favorable, qui est plutôt défavorable à Marine Le Pen. Donc il y a déjà cette première incertitude. Cela étant, on est conscient qu'il est possible que nous nous trouvions à la porte, juste à la porte du second tour. C'est évidemment pour nous une déception. Voilà, ce serait faux de dire ce serait même malhonnête de dire le contraire. Et puis ça étonnerait aussi tous ceux qui se sont embarqués avec nous dans cette dynamique, puisque ça nous conforte dans l'idée que ce second tour, il était accessible, il l'est peut-être encore, et que si nous devions donc en rester à la porte, le premier des sentiments que nous avons, c'est évidemment la déception. Ensuite, c'est aussi le sentiment finalement que nous sommes confortés dans l'idée que nous sommes une force, nous avons construit, nous représentons dans le pays une force nouvelle qui n'est pas au niveau auquel elle était en 2012 et qui surtout contribue à bouleverser totalement le paysage politique dans lequel on se trouve. J'ai cru entendre en arrivant, je n'ai pas pu entendre tout, mais la question des institutions et de la Ve République, là c'est clair que nous sommes, ces résultats confortent aussi ce que nous disons sur la Ve République, c'est-à-dire qu'on se retrouve... Oui, et puis même le caractère factice, puisque nous avons ici un second tour qui nous annonce en réalité qu'il y aurait deux choix, il y aurait une France divisée entre... Et nous ne pouvons pas penser actuellement qu'en France, il n'y ait que ceux qui représentent les Français aujourd'hui, ce soit une option ethniciste, de repli nationaliste, etc., ou que ce soit une option qui ne tient pas compte de la question du partage des richesses, qui ne tient pas même compte de la question de l'avenir de la planète. Nous pensons qu'il y a une France aujourd'hui, nous savons qu'il y a une France et une bonne partie de la France qui, et notamment en s'investissant derrière l'avenir en commun, notre programme et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, porte tout autre chose. Et que cette France, elle reste là, quels que soient les résultats du premier tour, du second tour. Et évidemment, elle restera aussi, elle s'exprimera dans ce qu'on peut appeler souvent le troisième tour, qui est celui des législatives, puisque elle a vocation, à perdurer, d'autant plus que le système, lui, va probablement se désagréger et que probablement ce troisième tour sera aussi la démonstration que le bipartisme étant mort en France, le quadripartisme s'étant installé dans la Ve République, il va y avoir une crise profonde des institutions. Voilà.
conditions. En termes d'appel au second tour, pour l'instant, de ce qu'on entend sur les plateaux télé, alors, qui est le corollaire de la non-reconnaissance pour l'instant des résultats tels qu'ils sont annoncés par les instituts de sondage, du coup, pour l'instant, on reste assez flou sur ce qui va être fait. Que si Jean-Luc Mélenchon va appeler à battre Marine Le Pen, à voter Emmanuel Macron, ou j'ai cru entendre, il me semble, mais je ne crois pas avoir rêvé, qu'il y a plus d'1 an, quand j'avais posé la question à l'un des responsables de la France Insoumise, avait dit on consultera les adhérents pour savoir quelle consigne de vote ils veulent que l'on donne. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, parce que jusque-là, sur les plateaux télé, ce n'est pas très clair. Si vous n'avez pas rêvé, ça veut dire que nous cela. tiendrons cette promesse. Après, il y a quelque chose. Nous ne sommes pas dans la même situation que d'autres, puisque nous n'avons aucun doute sur le fait que nous n'avons jamais... nous avons toujours dit pas une voix pour le Front National, et donc la question n'est pas celle-là. Voilà. Ensuite, il y aura évidemment une consultation. Hein. Vous savez qu'on est plus de 400... Je crois qu'on doit être 430 000 maintenant, voire 440 000 inscrits, voilà, dans les insoumis, voilà, et qu'il est tout à fait légitime qu'ils aient leur mot à dire sur la situation et pour la suite. S'ils disent Nini, bonnet blanc, blanc bonnet. Il y aura une consultation, c'est tout ce que je peux dire à cette heure. Merci. Sandra Laugier. Vous, comment vous commenciez, j'imagine, à vous faire à l'idée d'une soirée folichonne? Oui, quelle analyse des résultats et comment ça s'est passé? Vous étiez au QG, vous étiez avec Benoît Hamon juste avant de venir. Tout à fait, à la Mutualité. Et bien sûr, il y avait beaucoup de tristesse, mais pas de stupéfaction, hein, puisqu'on attendait un résultat qui n'était pas très bon. Après, il y a malgré tout un petit sentiment d'injustice et de tristesse de la part de tous ceux qui ont travaillé à cette campagne, hein, puisque c'est vrai que là, le résultat, comme l'a dit très bien Benoît Hamon, c'est un vrai échec. Hein. C'est vrai que c'est un échec qu'on peut dire l'échec du Parti socialiste, mais c'est aussi, en effet, un échec pour une campagne qui, pourtant, a été une belle campagne sur le fond, avec beaucoup d'idées nouvelles qui ont été débattues, présentées, avec un investissement assez nouveau, un réinvestissement donc de la politique par des intellectuels. Et je crois que ça, c'est quand même un point d'ailleurs partagé, hein, mais particulièrement fort là. Et puis aussi une campagne qui était centrée sur justement ce sentiment que vous avez décrit, hein, des citoyens qui veulent reprendre la main et qui était vraiment très ancré dans des réflexions sur la 6e République, sur la participation des citoyens, de tous les citoyens, l'inclusion donc de l'ensemble donc des communautés dans la vie publique. Et donc cet élément-là, participatif, et qui apparemment est dans l'air du temps et dans la demande actuelle, n'a pas finalement été bénéfique pour cette campagne. Donc il y a un paradoxe, hein, dans la mesure où c'est quand même le candidat qui a peut-être le plus clairement défendu un certain nombre d'options théoriques de transformation sociale et politique, et en réalité, elles n'ont pas finalement été entendues. De même, il y avait aussi une forme d'éthique de la campagne qui était cette volonté inclusive, participative, avec le Conseil citoyen, avec le Forum des idées, donc toutes sortes de procédures politiques assez nouvelles et qui, de fait, sont peut-être encore pour demain. Comment vous expliquez cet échec-là? Est-ce que c'est que justement cette mise en branle a été trop tardive du fait des primaires? Est-ce que c'est pour vous le Parti socialiste en tant que tel, déjà, qui était repoussoir et qui en plus a quand même passé le plus clair de la campagne, soit à torpiller le candidat, soit appelé à voter pour des concurrents, ou est-ce que tout simplement c'était pas le bon moment en fait pour Benoît Hamon? Alors c'est possible que ce soit pas le bon moment, que ce soit trop tôt, que beaucoup d'idées, que ce soit aussi au plan de l'écologie, au plan d'entreprise, étaient peut-être pas encore acceptable, entendable. Ensuite, il me semble on a des candidats qui ont été depuis longtemps, hein, qui se préparent depuis très longtemps. Je crois qu'on peut quand même dire que Benoît Hamon a démarré vous vraiment. Pensez à Macron et à Mélenchon. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que je pensais même pas à Marine Le Pen. Non, mais c'est vrai aussi, en tout cas, c'est vrai que Macron et Mélenchon avaient une certaine avance sur Benoît Hamon au plan de la mobilisation de leurs troupes. Hein. Et je crois que Benoît Hamon
depuis le début, a souffert de divers handicaps. D'abord, d'être le candidat du PS, hein, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on peut se dire que c'était très difficile déjà d'être le candidat du PS, encore plus sans le soutien du PS, puisque en réalité, Macron est quand même pour beaucoup un candidat du Parti socialiste, d'une partie du Parti socialiste. Et donc, ça a été en effet un certain nombre de difficultés, de handicaps. Qu'est-ce que vous referiez différemment? Je pense que est-ce que justement, il ne fallait pas s'en affranchir l'heure. tout de suite du Parti socialiste tel qu'il était? Je pense que, oui, on en parlait tout à l'heure. Hein. Je crois qu'il a raison de dire que de toute façon, il ne pouvait pas vraiment faire autrement que ce qu'il n'a fait. De même qu'il ne pouvait pas faire autrement que de continuer aussi à rester candidat, puisque c'était malgré tout l'élan de la primaire. C'était aussi sa mission après la primaire que de porter, en fait, ce qu'on appelait la défunte, donc Belle Alliance Populaire. Hein, c'était ça. Et c'est vrai qu'il a... Voilà, je crois que, bien sûr, hein, on se pose des questions, mais je crois qu'il n'y avait pas le choix et que de toute façon, il fallait qu'il y ait cette candidature. C'était extrêmement nécessaire que ces idées-là soient défendues. Hein. Donc cette perspective-là, elle existe. C'est vraiment les idées de demain. Tous les jeunes autour de lui, bon, sont extrêmement tristes ce soir, mais c'est vrai que c'est l'avenir. Hein. Donc je crois que malgré tout, son positionnement, enfin, je ne dis pas qu'il était le bon, hein, c'est pas de là. Mais je pense que tout simplement, il n'y avait pas d'autre position possible avec l'éthique, la politique qu'on veut défendre aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. On va changer de camp au sens large, se tourner vers une observatrice, non plus une actrice. Une partie de la droite a voté Macron, peut-être. Ah ouais. Oui. Justement, c'est peut-être une première question. Hélène Salvi, donc vous êtes journaliste à Mediapart et vous suivez avec Lucie Delaporte, vous suivez toutes les deux les méandres et les rebondissements de la campagne de François Fillon, qui est ce soir terminée. Est-ce que, justement, comme disait Edoui, de ce que vous avez pu voir en reportage auprès d'élus, de cadres, de militants, est-ce que des gens de droite, aujourd'hui, qui auraient dû voter Fillon, ont voté Macron? Est-ce que vous en avez croisé? Est-ce que vous en avez rencontré? Oui, il y a beaucoup de gens de droite qui ont voté Macron, c'est évident. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis quelques mois, que tout le monde a suivi, c'est que François Fillon est sorti de cette primaire de novembre avec un succès incroyable. Il a écrasé et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et on imaginait mal à ce moment-là comment il ne pourrait pas accéder à l'Élysée dans quelques semaines. Or, on le sait aujourd'hui, non seulement il y a eu ces affaires qui lui ont éclaté au visage et qui ont surpris pas mal de gens à droite, peut-être même plus de gens à droite d'ailleurs que d'autres gens, et qu'un doute a commencé à s'instiller dans les esprits de la droite dès le mois de janvier. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu déjà un doute, avant même que les affaires éclatent, sur la nature même du projet de François Fillon. Parce qu'il s'était rendu compte, et on l'avait pas mal développé à Mediapart, qu'il y avait toute une partie de l'électorat classique de la droite qui ne s'était pas déplacé pour la primaire, qui est l'électorat populaire, dont on s'était rendu compte à ce moment-là que c'était un électorat qui était parti depuis fort longtemps, probablement au Front National. Probablement et même sûrement au regard des résultats de ce soir. Et déjà, avant que les affaires n'éclatent, cet électorat était déjà difficile à reconquérir. Là-dessus arrivent les affaires qui déstabilisent beaucoup de personnes, y compris dans ce qu'on appelle communément l'électorat catholique, qui s'est beaucoup déplacé et qui a beaucoup œuvré à la victoire de François Fillon pour la primaire de novembre, et qui là a été... alors je parle en dehors de Sens commun, qui est l'émanation politique de la Manif pour tous, qui a encore un autre sujet. Mais l'électorat classique des catholiques a, en règle générale, un petit problème avec les questions d'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qu'on aime bien aborder dans ce type de milieu. Et c'est vrai que quand éclate une facette de la personnalité de François Fillon qu'on ne connaissait pas, et qui a pour le moins un rapport compliqué à l'argent, pour ne pas dire plus,
c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a été déstabilisé. À côté de cet électorat-là, il y a un électorat dit humaniste modéré au sein de la droite qui a été très rapidement, qui a été très rapidement interloqué par la personnalité même de François Fillon, en tout cas la façon dont il s'est révélé très abrupte sur les questions sociales, sur les questions de santé, sur la question des affaires, sur la question du rapport à la presse, parce qu'il a été très dur pendant ces dernières semaines. Et il y a effectivement tout un comportement que beaucoup de gens à droite, y compris des élus, y compris des gens qui ont fait partie de sa première équipe de campagne, n'ont pas supporté. Et donc, évidemment, jamais personne ne dira officiellement qu'il a voté Emmanuel Macron aujourd'hui, mais je peux vous assurer que ça a été le cas. Et alors, on va développer ce thème-là aussi avec nos invités, mais tant qu'on vous tient sur la droite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La recomposition à droite paraît inévitable, mais comment elle va se dérouler? Comment elle va pouvoir s'articuler entre ceux qui ont quitté la campagne d'emblée, ceux qui ont quand même tenu bon, qui ont peut-être encore l'argent, je ne sais pas comment. Quel est l'avenir, l'argent de la campagne, non, pas l'argent des emplois fictifs, l'argent de la campagne, l'argent de la primaire, qui ont les sous, qui ont le nerf de la guerre. Comment vous voyez là le futur proche de la droite? D'accord. Alors là, ça va être un peu compliqué parce qu'effectivement, on l'avait déjà un peu annoncé, mais ça allait être un bazar sans nom. De fait, ça va l'être. En gros, eux, ils sont tous sur la ligne de « on appelle à voter Emmanuel Macron » parce que la question du Nini qui a été théorisée par Nicolas Sarkozy, qui à l'époque avait d'ailleurs rompu avec le Front républicain de Jacques Chirac, donc c'était un vrai moteur de l'UMP devenu LR, ça c'est terminé. En vue de la présidentielle, ils sont tous sur la même ligne, tout le monde s'est plus ou moins exprimé. François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy devraient le faire dans les... Il y a juste Wauquiez qui ne s'est pas exprimé. Si, Wauquiez s'est exprimé, il vote Emmanuel Macron, Barouin aussi. Nicolas Sarkozy devrait le faire dans les jours qui viennent. Donc ça, ils sont plutôt au clair, même s'ils ils font des réunions demain, mais ça, ils sont plutôt au clair là-dessus. Ils feront un appel à voter contre Marine Le Pen, sinon pour Emmanuel Macron, contre le Front National. À côté de ça, il y a plein de choses qui se préparent, évidemment. La première, c'est que depuis quelques semaines, ils n'en peuvent plus de François Fillon, pour une bonne partie de la droite. Et en gros, ils se disent... bon, maintenant, tu nous as fait perdre une élection qui était imperdable, tu t'en vas, et on va gérer la suite. Comment on la gère? Et là, c'est le moment où les petites ambitions personnelles, qui sont très courantes à droite, et les écuries de chacun vont ressurgir. Donc, il y a une majorité, je dirais, qui est focalisée sur les législatives, avec plusieurs pistes qui sont évoquées. La première, ce serait de se dire, bon, de toute manière, c'est François Fillon, sa personnalité, le personnage qui a perdu, mais pas le projet, parce qu'il y avait une vraie envie d'alternance en France, etc. Et finalement, le projet n'était pas repoussoir, voilà, pour une majorité des Français. Donc, on va faire la campagne législative sur ce projet, en espérant obtenir une majorité pour, pourquoi pas, avoir une cohabitation avec un futur Emmanuel Macron s'il était élu dans 2 semaines. L'autre piste qui est réfléchie, c'est celle d'une coalition, une forme de coalition avec En Marche, qui serait une forme de compromis autour d'un socle commun. Donc je sais que les cadres discutent tout ça entre eux, essentiellement économique, enfin bon, voilà. Ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. En vrai, va y avoir beaucoup d'ambition personnelle. On le voit par exemple un personnage comme Christian Estrosi, qui avait accueilli Macron pendant la campagne, qui se fait siffler dans tous les meetings de LR depuis des semaines, qui par ailleurs a gagné les régionales de décembre 2015 avec les voix de la gauche, ce qui n'est pas un hasard dans ce qu'il est en train de faire en ce moment. Lui, il est arrivé bille en tête, soutien à Emmanuel Macron et tout, ce qui fait quand même grincer quelques dents du côté de la droite qui dit ah ben vous voyez, Estrosi, c'était le premier, il part bien en tête, il veut un ministère chez Emmanuel Macron. Donc, aux réflexions partisanes du parti s'ajouteront des ambitions personnelles sur lesquelles on ne peut pas trop tergiverser pour le moment, parce qu'on attend. Avant qu'on poursuive, on va poursuivre simplement, on fait un petit tour avec nos amis dessinateurs qui ont quelques surprises à nous montrer, à nous commenter.
Alors, oui. Moi, je ne sais pas si vous tombez bien, en fait. Le centrisme enfin bandant, hein, c'est ça que j'ai lu, hein, c'est ça que j'ose dire, c'est ça. Et que dit la petite Marianne en dessous? Je n'arrive pas à lire. Comment? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. D'accord. Donc c'est Macron en sauveur. Et puis il y avait des dessins qu'on a vus très rapidement sur les insoumis là et le vote là. Comme ça, Sarah Legrain pourra les regarder. On attend l'avis de Jean-Luc. C'était ça un peu? Oui, c'était un peu ça. Alors je sais. J'en ai vu passer deux. Alors ils sont partis. Bon, alors, ils sont partis. Voilà, c'était les insoumis qui attendaient de se réunir, mais qui disaient qu'en pense Jean-Luc. Est-ce qu'on a des nouvelles côté Hubert Huertas ou voilà. Les choses ne bougent pas beaucoup, en tout cas, selon mes informations, celles que j'ai obtenues au niveau des scores. Mais d'un moment à l'autre, Emmanuel Macron, qui est en train d'entrer là dans son QG, va prendre la parole. Et l'autre information importante, en tout cas c'est une de celles qui vont animer la soirée, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne parlera peut-être pas ce soir. Pour l'instant, il refuse de tenir compte. Il n'accepte pas les résultats tels qu'ils sont donnés par des estimations. Il se souvient qu'en 2012, entre les estimations et le résultat final, Marine Le Pen avait 2 points de moins. Or, il a un petit peu plus de 2 points de retard. Donc, il ne veut pas se prononcer sur ces résultats tant que, à son sens, les résultats ne seront pas définitifs. Donc je ne sais pas si nous aurons ou si nous n'aurons pas ce soir, et je vais enlever ce casque qui me permettait d'écouter ce qui se disait dans la télévision sans faire de bruit dans la salle de rédaction. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, on attend, mais il n'est pas impossible qu'il ne prenne pas la parole. C'est en revanche imminent pour Emmanuel Macron. Je vous rappelle les résultats. Emmanuel Macron, donc, est en tête de ce premier tour avec 23,7% des voix. C'est une estimation à partir de bulletins dépouillés dans les urnes. Marine Le Pen est à 21,9%, François Fillon à 19,7%, Jean-Luc Mélenchon à 19,2%, Benoît Hamon à 6,2%, Nicolas Dupont-Aignan à 4,9%, il n'aurait pas les 5%, Jean Lassalle à 1,4%, Philippe Poutou 1,2%, Nathalie Arthaud 0,7%, François Asselineau 0,9% et Jacques Cheminade à 0,2% des voix. Notons tout de même, il faut le souligner, parce que les instituts de sondage avaient sérieusement été critiqués après une série d'échecs, que ce soir, entre le résultat de ce soir et le résultat et leur prévision de la semaine, eh bien finalement, il n'y a qu'un demi-point de différence. Alors les appels se sont multipliés. À droite, le candidat François Fillon a appelé à voter pour Emmanuel Macron, de même que Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, François Barouin, Xavier Bertrand, Luc Châtel, Alain Juppé. Du côté du Parti socialiste, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi... Depuis tout à l'heure, je ne vous l'avais pas dit, Christiane Taubira vient de publier un communiqué pour appeler donc à voter sans atermoiement pour le candidat arrivé en tête, donc Emmanuel Macron. François Hollande lui a téléphoné pour le féliciter et prendra la parole pour une déclaration dans les heures qui viennent, mais pas ce soir. Clémentine Autain, pour les Insoumis, a également dit qu'elle voterait pour Emmanuel Macron. À noter aussi que Laurent Berger, le patron de la CFDT, il n'appelle pas explicitement à voter pour un candidat, mais il appelle à battre le Front National, ce qui revient au même. Notons cette déclaration de Jean-François Copé. Il parle, lui, de fiasco lamentable et il dit que la droite vit un 21 avril, Rachida Dati parle également d'une défaite morale historique de la droite. Comme je vous le disais tout à l'heure, Marine Le Pen est intervenue dans la soirée. Elle se présente pour le second tour comme la candidate du peuple par opposition à celui qu'elle appelle l'héritier de François Hollande. Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas prendre ce soir d'initiative. Il ne veut pas dire pour qui il votera. Il va rassembler donc les instances de son parti et il le dira les jours prochains. Mais pour ce soir, pas d'appel au vote ni pour l'un, ni contre l'autre, ni pour l'autre.
autres. François Bayrou est également intervenu ce soir et pour estimer, je vous cite sa phrase, il dit « Mon combat de 20 années trouve sa réalisation ». On a très clairement l'impression ce soir que l'occasion qu'il estime occasion manquée de 2007, où il avait tout de même fait turbuler le système, eh bien, se trouve confronté ce soir. Il est intervenu ensuite dans des débats et c'est son discours ce soir, c'est-à-dire que ce qu'il avait prévu depuis 20 ans se passe ce soir. La suite nous le dira. Il est optimiste pour les législatives. Bien ça, on le jugera sur pièce. Merci Hubert. On se retrouve une dernière fois à 22h30 à la fin de ce En direct de Mediapart. Laetitia Avia, vous qui représentez donc En Marche, la campagne d'Emmanuel Macron, le moment, ça a été dit dans les débats qui précèdent, ce système présidentialiste français est une sorte de réducteur de tête. On se retrouve avec 2 candidats à la fin et un candidat, le vôtre, qui va représenter un peu le camp républicain, comme l'on dit, face à l'extrême droite, mais face à une diversité, cela a été dit par Sarah Legrain pour les Insoumis tout à l'heure, autrement importante, de la société, de ses attentes, de ses demandes. Donc qu'est-ce que vous, au fond, auriez-vous envie de dire ce soir à ces autres composantes qui sont là devant vous, qui vous écoutent? C'est vrai que tout à l'heure, en écoutant les différentes prises de parole, j'ai été assez interpellée par un certain nombre d'éléments. Tout à l'heure, quand j'entends que Benoît Hamon a commencé sa campagne un peu tardivement, je pense qu'on sait quand même toutes et tous que ça fait des années qu'il préparait cette présidentielle et que c'est finalement Emmanuel Macron qui a eu, parmi les différents candidats, le moins de temps, le moins de ressources aussi bien financières qu'humaines pour mener cette campagne et que c'est tout de même historique de voir un mouvement qui a à peine 1 an arriver à un tel résultat lors d'une présidentielle. Lorsque j'entends également que cette victoire serait finalement aussi un échec d'une approche collaborative. J'ai vraiment envie de rappeler qu'En Marche, c'est un collectif, que le programme, c'est pas juste le programme d'Emmanuel Macron, c'est le programme de l'ensemble des comités qui se réunissent depuis le mois de septembre, qui travaillent ensemble. C'est le programme de toutes ces personnes qui ont décidé de ne plus être que des administrés et de participer à la construction des idées, qui sont revenus à une citoyenneté, qui se sont réappropriés l'espace politique. Et en effet, on a vu 2 forces politiques se développer, la France insoumise. On les voit, en effet, moi je les vois aussi, je suis une engagée de terrain, donc je les vois beaucoup sur le terrain également, aux côtés ou opposés justement aux engagés d'En Marche. Mais tout cela participe à une redéfinition du système, de personnes qui viennent agir pour. Et l'échec aussi, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, de la droite, n'est pas que lié à la personnalité de François Fillon, mais aussi peut-être à cette incapacité à écouter les Français, écouter ce renouveau qui était recherché de la part des Français, cette envie de changer de logiciel. C'est vraiment cela. Si on change de logiciel, on repense la façon de faire les choses et on appelle à un vrai renouveau démocratique. Alors oui, avec de nouvelles têtes, avec une nouvelle façon de fonctionner, avec une loi de moralisation de la vie politique aussi, puisque ce qui fait également basculer des électeurs de la droite vers le mouvement En Marche, c'est également cette loi forte qui interdit les conflits d'intérêts, qui interdit de travailler avec des personnes de la même famille, qui implique une véritable transparence dans l'utilisation des différentes indemnités. C'est une refonte, vraiment, du système politique pour créer de la confiance. Et vous allez reprendre le système politique avec Gérard Collomb, Alain Madelin, Robert Rue. Le problème, c'est que là, maintenant... En gros, qu'est-ce qui arrive Manuel Valls, Manuel Valls, est-ce que Manuel Valls, pour faire barrage au Front National, peut être dans le gouvernement d'Emmanuel Macron Voilà, vous savez très bien, Emmanuel Macron a tout de même donné une conférence de presse la veille de la prise de parole de Manuel Valls pour bien rappeler qu'il s'agit d'un vote comme un autre et non pas d'un ralliement. Alors je sais que c'est assez compliqué. Moi, je viens de la société civile, ça fait 1 an seulement que je suis engagée en politique, c'est mon premier engagement politique. Donc moi, je commence neuve avec le fonctionnement d'En Marche. Donc, et Gérard forcément, Collomb, moins neuf, rien. Mais Gérard Collomb, qui adopte ce système, qui travaille au sein d'En Marche pour que les choses fonctionnent autrement. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans le paysage politique depuis plus longtemps, qu'on est habitué à ces ralliements, qu'on est habitué à ces discussions, à ces négociations, on pense qu'un ralliement
vient forcément avec une contrepartie. L'alliance de François Bayrou, c'est une loi de moralisation de la vie politique. Il l'a dit, il n'y a pas d'autre sujet. L'ensemble des autres ralliements n'en sont pas, ce sont des soutiens individuels. Et ce qui va se passer demain, ben, c'est exactement ce qui se passe depuis le début. C'est que En Marche va continuer sur sa ligne directrice, sur son socle de valeurs, et va continuer parce qu'on a derrière nous, on avait 240 000 adhérents, et maintenant on a des millions de Français qui croient en nous, qui croient en ces valeurs, qui croient en ce processus, et il n'est absolument pas question de les décevoir sur ce point-là. Laetitia Avia, juste pour poursuivre, j'entends très bien ce que vous dites par rapport à la nouveauté à laquelle vous participez, mais nous, notre rôle de journaliste, y compris parfois avec un peu d'expérience, c'est de rappeler que les institutions, ça existe, qu'elles sont souvent plus fortes que les hommes. C'est bien pour ça que, aussi bien du côté de Benoît Hamon que du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y avait carrément cette idée d'une 6e République, d'une procédure constituante. C'est-à-dire, en clair, ce que nous savons, c'est que ce système, il passe à la moulinette très vite, et y compris avec ces figures traditionnelles qui en sont, à la moulinette très vite du pouvoir personnel, les engagements démocratiques. Donc une loi de moralisation, j'en ai connu au moins 3 ou 4 depuis que je fais mon métier de journaliste sur les affaires. Ça ne suffira pas, c'est une avancée, comme le parquet financier provoqué, etc., beaucoup de choses. Mais comment voyez-vous, vous qui voyez ça de l'intérieur, qu'est-ce qui va changer dans la pratique du pouvoir, dans le présidentialisme, dans cette réduction à un seul de la volonté collective, dans la présidence de Emmanuel Macron? On en parle depuis tout à l'heure, il y a les législatives. Je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que Emmanuel Macron est le premier à avoir lancé un appel universel aux candidatures pour les législatives. C'est historique, c'est inédit, de permettre à tout citoyen de présenter sa candidature pour être investi pour les législatives. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'investiture pour représenter le mouvement dans la 8e circonscription de Paris. C'est Macron qui décide qui est pris, qui n'est pas pris. Il y a une commission d'investiture qui est composée de 9 membres, et je le préciserai en plus, dont 6 femmes. Voilà, c'est assez aussi inédit d'avoir un dossier à remplir avec un certain nombre d'éléments d'analyse politique, d'analyse de la circonscription, une lettre de motivation, bien sûr, un CV, enfin un dossier qui est assez dense à remplir, il faut quand même le dire. Et ces membres, c'est des anciens de la politique ou c'est des gens neufs aussi? Alors, et justement, il y a de tout autour de la table. Vous savez, pour faire le renouvellement, c'est pas le dégagisme. Le renouvellement, c'est mettre des personnes différentes autour de la table et les faire travailler ensemble. Et donc, ces personnes différentes, on les retrouve et au sein du mouvement En Marche, et au sein de la commission d'investiture, et ensuite au sein de la majorité présidentielle que nous appelons de nos voeux. Voilà, donc cette commission d'investiture se prononce sur la base de 5 critères. Une parité, et une parité réelle, 50% de femmes dans les circonscriptions gagnables. Pas juste dans toutes les circonscriptions où on sait très bien que ces femmes ne sont jamais élues. Une pluralité politique, en effet. 50% de personnes qui viennent de la société civile, et cela aussi, c'est ça qui va renouveler parfaitement justement le paysage politique. C'est ce qui va permettre finalement que des élus aient une véritable connaissance de leur sujet, une connaissance de leur terrain. Mais si on a 50% de personnes qui viennent de la société civile, c'est bien qu'il y a également 50% de personnes qui sont déjà là, qui sont en place, qui sont déjà des élus et qui vont contribuer également à ce renouveau démocratique, sans pour autant, je le disais tout à l'heure, que ce soit du dégagisme. Et comment ça va se passer concrètement? Parce que là, c'est la question qui s'adresse à nos autres invités aussi. Là, les législatives, c'est le grand inconnu. Alors, encore plus, maintenant qu'il a la responsabilité d'assumer un petit peu l'unité du camp républicain face au Front National, qu'est-ce qui va se passer dans à peu près un mois, au moment des législatives? Il va y avoir 577 candidats de En Marche. Oui. Qui seront différents des 577 candidats socialistes et des 577 candidats insoumis, voire même des 577 candidats écologistes et des 577 candidats communistes, puisque tout le monde a déjà déposé des candidatures de partout. Ou est-ce que, par exemple, et des 577 candidats LR,
Merci Hélène. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes candidate face à Sandrine Mastier, une députée sortante, PS, qui appartient plutôt à cette aile du PS qui a soutenu Emmanuel Macron. Vous allez être candidats les uns contre les autres ou est-ce qu'il va y avoir finalement des arrangements certes un peu politiciens, mais qui permettront quand même d'avoir un petit peu plus de clarté lors de ces élections Emmanuel Macron l'a répété à de nombreuses reprises, il n'y aura pas d'accord partisan. Il y aura 577 candidats en marche. Ensuite, en ce qui concerne les autres partis, moi, je ne me prononce pas pour eux, je ne peux pas dire ce qu'ils feront, mais il y aura 577 candidats. Sandrine Mastier, moi je me suis présentée à elle. Nous allons mener campagne toutes les deux. Et, en concurrence, en effet, en concurrence. Et nous en sommes conscientes toutes les deux. Et Sandrine Mastier est aujourd'hui à son second mandat en tant que députée au sein de cette circonscription. Nous, dans notre loi de moralisation de la vie politique, justement, on limite les mandats à 2, justement pour ce besoin de. Elle veut un troisième. Elle brille un troisième mandat. Et nous. Non, c'est pas tant, c'est justement, c'est la construction ensemble d'un nouveau renouvellement. Voilà. C'était juste pour. Sarah Legrain, la question se pose aussi à vous. Comment vous regardez un parti socialiste aujourd'hui qui est dans un état un peu fringant, dont on ne sait si, on en parlera juste après avec Sandra Logier, quelle va être sa perspective très proche là, de survie. Vous, comment vous voyez la question législative? Est-ce que 577 insoumis seront issus sur une procédure finalement quand même assez similaire de celle d'En Marche, de candidature, d'appel à candidature locale, et qui remonteront, est-ce que ça va être 577 insoumis jamais élus ou candidats avant, ou est-ce qu'il va y avoir des accords avec des partenaires politiques d'une candidature certes hors parti, mais pas anti-parti? Donc est-ce qu'il y aura des communistes qui seront insoumis? Est-ce qu'il va y avoir des accords d'appareil quand même avec Ensemble, avec les insoumis, voire même avec, pourquoi pas, l'aile gauche du Parti socialiste? Est-ce que ça, c'est quelque chose, maintenant que le premier tour est terminé, j'imagine que vous avez pensé avant, on ne pouvait pas en parler avant, mais j'imagine que vous avez un peu pensé, vous êtes aux relations unitaires du Parti de gauche. Comment vous voyez cette question-là des dynamiques unitaires post-présidentielles et pré-législatives? Des choses, si vous me le permettez, ce serait que j'ai quand même envie de réagir à ce que vous avez dit, parce que vous avez dit des choses assez fausses. Enfin, ou alors vous êtes mal informés, vous n'êtes pas du tout les premiers à avoir proposé justement aux législatives des investitures. Alors je ne sais pas si ça a aussi fonctionné dans le cadre d'assemblées de circonscription. Nous avons proposé à l'ensemble des insoumis justement de porter leur candidature, de désigner dans des assemblées générales des candidatures, des binômes. Nous avons la règle de parité, etc. Et nous avons également donc une commission électorale, etc. Et puis le fonctionnement de la parité. Par contre, la différence, c'est qu'effectivement, nous, on n'est pas sur une histoire de 50% société civile élue, parce que si je comprends bien, vous opposez la société civile aux élus et non pas à la question des partis, parce qu'on peut très bien aussi être militant dans un parti et ne pas être élu. Enfin, c'est le cas, c'est beaucoup le cas justement quand on est une force de renouvellement. Donc, je suis un peu étonnée de vous entendre présenter vraiment comme la force anti-système, comme la victoire de quelque chose d'anti-système. Effectivement, ce que montre Emmanuel Macron, c'est la défaite des partis traditionnels, du bipartisme traditionnel. C'est clair et net. C'est pourquoi j'étais aussi un peu étonnée de vous entendre analyser la défaite de Benoît Hamon, que vous étiez étonné que les nouvelles méthodes, enfin pour personne, Benoît Hamon a incarné dans cette campagne réellement des nouvelles méthodes, je pense, peut-être est-ce encore défendant, mais en réalité il a été le candidat du Parti Socialiste et c'est probablement ce qui l'a plombé. Bon. Donc effectivement, que ce soit la fin des partis traditionnels qui ont gouverné comme parti ces dernières décennies, c'est clair. Par contre, de me faire d'Emmanuel Macron le candidat anti-système, alors qu'il a gouverné, qu'il a été ministre et qu'il est à l'origine des lois antisociales qui sont passées ces dernières années, qui ont causé notamment le désaveu du PS dans la population et qui ont causé aussi probablement beaucoup de désespérance et peut-être de la désespérance qui s'est aussi tournée soit dans l'abstention, soit ailleurs, je trouve que c'est important de le rappeler. Je ne peux pas ne pas réagir en vous entendant dire que parce que en fait vous proposeriez de nouvelles méthodes que nous proposons aussi, vous seriez anti-système, vous seriez en dehors du système ou vous changeriez le système alors que vous ne proposez même pas de constituante pour faire advenir la 6e République. Donc ça, je ne peux pas le laisser dire. Je répète quand même, vous êtes chargé normalement des relations unitaires. Alors attendez, je vais préciser. Moi, je suis chargée des relations unitaires au sein du Parti de gauche. Vous savez que justement,
justement, le parti de gauche a fait le choix, et très simplement a fait le choix de participer à quelque chose de plus large, parce qu'il faisait l'analyse que le parti n'est pas forcément la forme qui permet à un maximum de personnes aujourd'hui, notamment à cause de ce que nous ont fait les partis dominants et gouvernants de la Ve République. Voilà, il n'est pas simple de faire venir la population, l'ensemble des citoyens qui ont envie de s'engager, dans un cadre de parti avec ce que les partis représentent aujourd'hui pour la majorité des gens. C'est pourquoi nous avons voulu participer à un mouvement qui était plus large, qui permettait justement à quelqu'un d'adhérer sans prendre sa carte à un Donc parti c'est pas réellement. le parti de gauche qui va décider ce qui se passe maintenant. Non, le parti de gauche, lui, il a pris des décisions pour lui-même. Il continue à exister comme organisation et il continuera à prendre. Il va aussi, lui, avoir un conseil national, si vous voulez, le week-end prochain, qui va évidemment se poser la question également de ses positions vis-à-vis du second tour, etc. Ça, c'est sûr. Mais il est au sein, il accepte justement d'être dans un cadre plus large et un cadre qui laisse aussi advenir des militants, laisse à la fois venir des militants de parti et des citoyens qui ont envie de s'engager. Et moi, j'en vois, je suis aussi une militante de terrain, et je constate que dans la campagne, il y a des communistes insoumis, d'ores et déjà. Certains d'entre eux ont fait le choix de porter leur candidature, et souvent, d'ailleurs, leur candidature a été tout à fait validée par les assemblées générales, a été validée par le comité électoral. Il y a aussi se soumettre à l'insoumission pour pouvoir être candidat, ou est-ce que quand même on peut être, oui, mais il peut y avoir une dynamique militaire attendez, qui ne se passe soumettre pas à par le titre l'insoumission. insoumis. Si l'insoumission c'est un mot, enfin on se soumet pas, mais par contre il y a un programme. On a un programme, ça s'appelle l'Avenir en commun. Actuellement, il se trouve que seule la France insoumise défend le programme l'Avenir en commun. Bon, on verra bien. Il se trouve que la France insoumise, là, elle a ses candidats pour les élections législatives qui porteront le programme l'Avenir en commun. Que l'ensemble des voix dont nous pourrons nous réclamer quand les résultats quand définitifs seront tombés, ce sont des voix qui se sont portées sur un programme, l'Avenir en commun. Nous avons vu à quel point ce programme, tout comme les méthodes, effectivement, tout comme les méthodes de renouvellement, mais ce programme a fait venir à lui énormément de gens. Et notre force, c'est qu'effectivement, contrairement à M. Hamon, qui non seulement est parti tard, mais en plus a changé plusieurs fois d'idée en cours de route, nous, ça fait 1 an que nous préparons un programme qui, en plus, se situe dans la continuité, dans la prolongation du programme de 2012. Nous avons avec nous la cohérence de ce programme et nous porterons ce programme dans toute sa cohérence aux législatives. Et nous aurons des candidats qui seront les candidats du programme L'Avenir en commun. Voilà. Vous voyez bien, parce qu'on discute comme ça, mais au bout du compte, parmi les séismes, il y a quand même quelque chose. Je vous rappelle tous les appels qui ont eu lieu au début de cette campagne. Au bout du compte, si la gauche n'est pas présente au second tour de cette présidentielle, elle n'est pas présente pour la première fois depuis 2002 et la troisième fois depuis 1969. Qu'avez-vous à dire? Parce que j'entends bien ce que vous dites, nous on a notre programme, allez on continue tout droit, tout le monde continue, c'était la question de Stéphane. Mais il y a eu une demande, vous savez, on parle du peuple de gauche, les électeurs de gauche, ils ne sont pas tous chez les insoumis, ils ne sont pas tous au Parti socialiste, et ils pensent par moments qu'il y a quand même des dynamiques collectives. Nous avons fait plusieurs débats ici, à part des divergences sur comment va se passer le plan A et le plan B. On a fait un long débat entre M. Coquerel de votre parti et Piketty qui soutenait Hamon. Voilà, bon, à part ça, mais pour le reste, la 6e République, les engagements écologiques, enfin sur des grandes, la question sociale, la loi El Khomri et la remise en cause, il y a quand même des accords assez fondamentaux. Et donc, comment vous n'imaginez pas que ça se parle un peu, y compris qu'il y ait des rencontres, des discussions. Je pense que c'est peut-être au Parti socialiste qu'il faut poser cette question, parce que je suis un peu étonnée qu'on nous demande. Leur poser, j'en doute pas, j'imagine bien. Vous êtes en position de force, c'est pour ça. Si vous voulez, nous, on est en position, enfin, c'est voilà, toujours sur la base de la notre majorité programme, de respecter les minorités. On peut se dire ça parfois. Excusez-moi, mais on va pas lancer de polémique, mais je crois que sur la question du respect des uns et des autres, nous n'avons aucune leçon à apprendre, puisque nous avons jusqu'au bout gardé le respect et que nous avons entendu toute la semaine dernière que nous étions des dictateurs en puissance ou qu'on voudrait surtout pas nous voir à l'Élysée le lendemain du second tour. Donc, en termes de respect, mais voilà, je ne souhaite pas lancer plus de polémiques. Par contre, sur le respect moi je vais vous dire, là où vous avez parfaitement raison sur quelque chose, c'est que c'est aux électeurs qu'on s'adresse. Voilà. Donc effectivement, c'est pas une question boutiquière, c'est pas une question de est-ce que les gens sont insoumis, c'est est-ce qu'on propose aux gens une offre cohérente qui leur donne envie de prolonger
l'effort qui a été fait pour la présidentielle et qui leur donne le sentiment que dans l'Assemblée nationale, il va pouvoir y avoir des gens qui vont porter ce que eux ils ont défendu. Et je pense qu'il y a une partie de l'électorat d'ailleurs qui, dès ce premier tour, bon, on n'a pas les détails des analyses, etc., on les aura, mais je pense qu'il est fort probable qu'une partie de l'électorat qui justement se sentait peut-être hésitant entre les deux, voilà, a fait un choix qui lui a paru un choix d'une certaine façon plus cohérente, peut-être aussi parce que il y a eu une force plus grande qui s'est exprimée du côté de ceux qui n'étaient pas du Parti socialiste, du côté de ceux qui n'avaient pas gouverné ces dernières années, qui avaient été clairs dans leur rapport au Parti socialiste, et cette clarté-là, nous la devons à notre électorat aussi, sinon ce serait créer de la confusion que de passer d'une présidentielle à des législatives, où là on aurait le sentiment qu'on réouvre des discussions qui seraient des négociations. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'on arrive effectivement à faire des choses cohérentes. On verra bien si sur la base, moi j'ai entendu quand même ces dernières semaines, indépendamment des choses irrespectueuses qu'on puisse être dites de la part de personnes d'appareil, on va dire. Il y a eu aussi beaucoup d'appels de dernière minute à voter pour Jean-Luc Mélenchon, que ce soit de la part d'écologistes, que ce soit de la part de socialistes. C'est intéressant à entendre. Peut-être qu'eux auront des choses à dire sur notre programme. Peut-être qu'ils auront aussi envie de pouvoir soutenir des candidats aux législatives qui défendront ce programme qu'ils ont finalement soutenu peut-être dans la dernière ligne droite de la présidentielle. Donc nous verrons tout ce qui pourra se passer, mais je crois que nous devons aux électeurs, avant ce que nous devrions comme respect aux appareils, moi je n'ai pas de respect pour les appareils en tant que tels, j'ai un respect pour les électeurs. Ces électeurs-là, ils auront peut-être une demande d'unité qu'il faudra entendre, mais je crois que pour l'instant, la demande qu'ils ont faite la plus grande, c'est la demande de clarté et de cohérence. Et ça, je crois que nous leur devrons jusqu'au bout. Sandra Logier, vous n'êtes pas candidate aux législatives, du moins pas que je sache, mais votre regard d'observatrice un petit peu privilégié sur ces divisions de la gauche, cette décomposition, et comment en parvenir à sa recomposition qui ne va pas de soi, on l'entend là. Oui, effectivement, je ne suis pas du tout, comme mes collègues ici, je ne suis pas candidate législative, j'en serais bien incapable et je les admire beaucoup. Et par ailleurs, je ne suis pas du tout au Parti socialiste, je n'y ai jamais été. Et je crois que c'est aussi pour ça que finalement, j'ai été contente de participer à cette campagne. Et peut-être aussi pour cette raison que j'avais été sollicitée pour animer des idées. C'est vrai que ça fait un moment que je considère que le Parti socialiste était en effet, alors, sinon en décomposition, du moins incapable de répondre justement à la demande démocratique, qui est ce qui m'intéresse depuis longtemps au plan intellectuel. Et donc mon idée était en effet qu'il y avait une transformation en cours qui pouvait passer par le Parti socialiste, par une sorte de Occupy PS qui visiblement ne se produira pas. Mais de fait... Occupy Wall Street comme les indignados, c'est-à-dire que la société vienne subvertir le Parti socialiste, c'était ça l'idée? Oui, c'était cela l'idée, et je crois que ces résultats d'aujourd'hui montrent en effet que ce système des partis, il est vraiment à bout. Après, les représentants dits société civile, donc dans la campagne de Hamon, aucun d'eux non plus n'est candidat des législatives, et c'est pas du tout le rôle qu'on a. De toute façon, l'idée même de société civile, l'expression même me paraît un peu curieuse en réalité, même si on l'a employée nous-mêmes, puisque comme si les gens de la société civile étaient particulièrement purs, désintéressés à politique, alors que chacun dans leur milieu, évidemment, enfin dans son milieu, est aussi représentant de divers intérêts, conformismes, et donc c'est vrai que c'est cela, bien sûr, aussi qui nous gênait, donc personne de gauche engagée auprès de Hamon dans ce mouvement autour d'Emmanuel Macron, justement. C'était d'abord, effectivement, même s'il y a eu tout ce travail de terrain à une dimension assez démocratique, c'est quand même autour d'un individu qui se présente comme une figure d'homme providentiel très, très traditionnel. Donc j'étais, malgré tout, moi, un peu gênée par cela. Et puis... par ailleurs, c'est vrai que autour de cet individu, il y a toutes sortes de forces, en effet, qui sont malgré tout, comme vous le disiez, assez traditionnelles, relativement conservatrices, pas au sens conservateur de droite, mais finalement pour une sorte de maintien des choses
en l'état. Donc c'était un petit peu cela en fait qui dirigeait l'idée directrice en fait, le positionnement de Benoît Hamon. Je crois que ça reste vrai, même si évidemment il a échoué, et même si bien sûr, et ça ne fait pas question une seconde, vous l'avez vu, l'ennemi, c'est l'ennemi principal, comme disent les féministes, c'est le Front National. Et bien entendu, le Front National étant une menace pour la liberté de la presse, pour la justice, c'est quelque chose de tellement dangereux et inquiétant que de toute façon, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Il n'en reste pas moins que Benoît Hamon sera évidemment l'opposition de gauche à un éventuel gouvernement. Votre casquette maintenant, à nouveau d'observatrice un petit peu des dynamiques et de la gauche. Qu'est-ce que vous espéreriez, vous attendriez là des 3-4 semaines à venir, qu'il se passe quelque chose à gauche dans la continuité de ces campagnes, de cette dynamique forte de Jean-Luc Mélenchon, de cette dynamique au moins de rupture par rapport au PS qu'a pu porter Benoît Hamon, mais ça n'a pas été couronné de succès. Qu'est-ce que vous attendez maintenant qui se passe, vous qui allez reprendre forcément un petit peu plus de recul, n'étant pas candidate aux législatives? Je ne suis pas candidate, j'espère avoir eu du recul aussi pendant cette campagne. C'est une vraie question qu'on peut se poser quand on est engagé. Je crois que le fait d'être engagé n'est pas quelque chose qui empêche d'avoir du recul. Je crois que c'est aussi une des découvertes, malgré tout, dans le monde intellectuel ces derniers temps. Je voudrais quand même le redire, le fait d'avoir des engagements, des positionnements, est quelque chose qui fait comprendre des choses, qui fait voir des choses, qui fait voir des injustices, et donc qui n'est pas quelque chose qui éloigne de la vérité. Donc c'est important. Par ailleurs, bien sûr qu'il y a aussi cette dynamique à gauche très importante, cette dynamique du côté donc de la France insoumise. Il y a une dynamique très forte aussi dans toute la société, avec en effet tous ces appels, toutes ces associations. Il y a quand même une vie démocratique extrêmement forte, qui est la vraie vie démocratique. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce qu'on dit justement du côté des intellectuels de cette campagne de Hamon, c'est malgré tout que la démocratie, ça n'est pas quelque chose qui existe seulement au moment des grands moments électoraux. Nous avons reçu ici, appel des solidarités, printemps solidaire, etc. C'est ça, la vraie vie démocratique. Elle va continuer, elle va peut-être même être peut-être plus riche, plus importante après ces élections. Après, bien entendu, donc il y a ce succès de Macron qui est capable à la fois de rassembler et puis de rassurer, puisqu'il y a quand même toute cette dimension de préservation de ce qui est aussi, donc arriver à combiner les deux. Et malgré tout, il y a cette dynamique à gauche qui est extrêmement importante et qu'il ne faudra pas oublier, dont il faudra tenir compte. C'est-à-dire qu'un discours comme celui d'Emmanuel Macron doit aussi peut-être prendre en compte justement cette revendication très forte de l'ensemble des forces à gauche, qui est en effet la critique des inégalités créées par le capitalisme. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui doit être pris en compte, et notamment dans les prochaines semaines, dans les législatives. Sandra Laugier, tout à l'heure, vous avez dit Benoît Hamon sera des chefs de l'opposition. Vous avez dit vous-même enfin de l'opposition ou de la gauche, comme ça. Et vous avez dit vous-même, vous n'étiez pas au Parti socialiste, mais vous étiez au QG. Vous avez parlé avec Benoît Hamon. Il y a quand même une question là immense, avec 1000 points d'interrogation, avec le score qu'il a fait, avec tous les autres requins ou éléphants devenus requins en embuscade. Comment il fait au Parti socialiste? Il va se battre pour un congrès socialiste? Comment il fait concrètement? C'est vrai que je n'en ai vraiment... Votre réponse, que vous en savez, vous, de l'intérieur? Je n'en ai aucune idée. Simplement, donc Benoît Hamon, en tout cas, ne s'est pas rallié à Emmanuel Macron avant le premier tour, contrairement à une bonne partie du PS. Donc Benoît Hamon représente de toute façon une force d'opposition
dans le PS. Mais il n'y a pas forcément automatiquement le PS là. Donc comment ça va se passer là? Je pense que là, ça va être peut-être un peu difficile, mais il y a un certain nombre de personnes aussi autour de lui, en effet. Et je crois que pour le moment, je ne vois pas qui d'autre, alors au Parti socialiste, peut porter, en tout cas, une vraie force d'opposition. Vous ne vous dites pas que, au fond, ce score de Benoît Hamon marque l'échec stratégique des frondeurs qui n'ont pas fait le saut, sauf pour Yahya Amir-Shahi, de sortir de cette vieille maison, de comprendre ce que Macron et Mélenchon ont compris, c'est-à-dire qu'un monde se terminait, et qui, du coup, à force, sont entraînés vers le bas par la crise de ce parti, malgré vos efforts, malgré l'ouverture à ce que vous représentez. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Je pense que de toute façon, Benoît Hamon, et c'est pour cela qu'effectivement, il est malgré tout arrivé tard, c'est qu'il a été vraiment le résultat de cette primaire, où il y a eu quand même une sorte de mobilisation démocratique donc du public. Je crois qu'il n'avait pas d'autre possibilité que de représenter en effet cette chance pour le Parti socialiste de se transformer. Je pense que c'est cette chance en effet qui a disparu de fait. Donc je crois que là, il faut vraiment aussi qu'il y ait une réflexion extrêmement profonde dans ce parti sur vraiment les conséquences à tirer de cela. Et en effet, je crois qu'il faut vraiment savoir comment le Parti socialiste pourra être un parti d'opposition. Et s'il ne peut pas l'être, en effet, là vous avez tout à fait raison, il faudra reconstruire hors de ce parti, avec en effet un mouvement plus large. Laetitia Avia, vous voyez, dans le Val-de-Marne, puisque vous êtes responsable d'En Marche dans le Val-de-Marne, vous avez vu déjà dans cette campagne des socialistes venir taper à la porte, rejoindre En Marche. Comment vous voyez, vous, la mort probable du Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, du Parti socialiste d'Épinay? Est-ce que vous pensez que c'est une occasion pour En Marche de se structurer, de récupérer toute son aile social-démocrate, gestionnaire, social-libéral, qui s'est exprimé là depuis 5 ans? Comment vous, en tant que responsable local de parti, comment vous voyez, vous, la construction du parti par rapport au délitement du parti d'à côté? Est-ce que ça pourrait vous profiter, ou est-ce qu'au final, si c'est pour se taper Gérard Collomb, François Patria et les vieux grigous, c'est pas si intéressant? Écoutez, des personnes, des membres du Parti socialiste, on en a toujours eu, on en a eu depuis le début. Des personnes qui, dès le début, étaient dès la création d'En Marche. Des personnes qui s'étaient désintéressées aussi de la politique, qui n'étaient plus encartées depuis des années et qui revenaient justement donc, en rejoignant En Marche. Et progressivement aussi, au fur et à mesure, des personnes encartées qui switchaient, j'ai envie de dire, pour passer chez En Marche, sans pour autant avoir l'obligation de quitter le Parti socialiste, puisque la double étiquette, en tout cas chez nous, était acceptée, tolérée. C'est du côté du Parti socialiste que cela a été rejeté par la suite. Ensuite, moi, je ne suis pas là pour commenter la reconstruction du Parti socialiste. Je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans lorsque j'ai rédigé mon premier mémoire sur la crise du Parti socialiste. Donc le sujet, c'est un sujet qui est là depuis longtemps. C'est un sujet qui en effet appartient au Parti socialiste. Et à titre personnel, je pense que c'est en effet un parti qui a besoin de vraies de remise en cause, de reconstruction, et que peut-être que cette échéance permettra cela. Mais sinon, En Marche a toujours avancé sur sa ligne directrice, en partant de ses valeurs, en partant de sa base de citoyens. Tout ce qu'on dit ce soir, tout ce qui théorise tout ce qui se passe, moi je trouve ça très très intéressant, je le dis, mais quand on est sur le terrain, quand on parle à nos concitoyens, ils ne nous parlent pas de reconstruction de la gauche ou de tout cela. Ils nous parlent de sujets concrets. Voilà. Il nous parle du programme, il faut le dire, parce que le programme, on n'en a pas énormément parlé durant cette campagne qui a été quand même parasitée par énormément d'éléments. Et il nous pose des questions concrètes sur le programme. Et moi, je pense, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, que cette victoire au premier tour aujourd'hui d'Emmanuel Macron est aussi une victoire de son programme, de ses idées, de la réalisation d'un programme qui est pragmatique, réaliste
évalué et progressiste, d'un programme pour une reconquête de la France. Et c'est cela qui va se passer durant les prochains jours. C'est la mise en œuvre de ce programme dans le cadre, alors d'abord de ce second tour qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier parti d'opposition aujourd'hui, ce n'est pas le PS, la France Insoumise ou les LR, c'est le Front National. Vous savez ça ? J'ai pas d'informations sur ce point. Parce que vous savez que Jacques Chirac avait refusé ce débat en 2002. Voilà, moi, oui, je sais très bien, je n'ai pas d'informations sur ce point, c'est un élément qui n'a pas encore été évoqué à ce stade. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le Front National est la seconde force politique française, que cela repose aussi pour beaucoup sur un certain nombre de peurs, de craintes de nos concitoyens qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qu'on a réussi à rassurer aussi via notre programme pour l'Europe aussi, parce que c'est un élément très important et qui est un élément vraiment de clivage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est que nous sommes pro-européens et cela est vraiment le cœur de ce programme. Donc, c'est vraiment cela que moi je voudrais retenir, c'est qu'il y a un programme, il y a des idées, c'est progressiste, c'est pour une revalorisation de la France, une revalorisation du travail, une revalorisation de l'Europe. Voilà. Et c'est ça qui fait cette victoire aujourd'hui. Et oui, derrière, en filigrane, on peut aussi voir un sujet sur une décomposition de la gauche, sur des sujets purement politiques, mais c'est pas cela forcément qui est l'élément qui détermine nos concitoyens quand ils votent. Vous disiez le... Pardon, allez-y. Je dis décomposition de la gauche, je pense que c'est peut-être beaucoup dire. Il faut qu'elle se décompose. Laetitia Avia, vous disiez, c'est le Front National est le deuxième parti de France. Juste une nuance qui a été, et je vais me retourner vers Hélène Salvi, qui a été posée par les chercheurs qu'on a reçus avant. Il y a l'effet grossissant de ce système présidentialiste. Après, il y a des législatives et la barre des 12,5 d'inscrits fait que selon ceux qui parlaient là, je vous rappelle que la dernière fois, ils n'ont eu que 2 députés, le Front National, ça n'en fait pas forcément ensuite la principale force. Les dernières élections, il faut tout de même reconnaître la présence du Front National. Nous en sommes d'accord, nous le documentons. Je dis juste que c'est tout le problème de cette roulette russe du système présidentiel qui crée des systèmes grossissants. Ce n'est pas la même chose qu'un système parlementaire. Je pose la question à Hélène parce qu'au débat précédent, les chercheurs qui étaient là, je crois que c'était surtout Florent Gougou, disaient quand même justement les législatives pour les Républicains se présentent pas mal parce qu'au fond beaucoup avaient anticipé cette défaite de Fillon, s'occupaient de leur campagne. La barre des 12,5% fait qu'ils pourront peut-être limiter la casse aux législatives. Est-ce que c'est le sentiment qu'il y a auprès des Républicains ? Je pense que c'est ce qu'ils espèrent. Je ne suis pas certaine que ça se traduise dans la réalité parce que... Après, c'est un peu compliqué, pardon, parce que ça a l'air très clair du côté de En Marche, mais visiblement, ça ne l'est quand même pas du tout pour tout le reste des partis, ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas bien, en fait, comment ils vont partir sur ces législatives. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà fait des sortes de projections au sein de la Comité national des investitures et qui craignent quand même une forte présence du Front National et qui craignent un nombre assez important de triangulaires. Qui, pour le coup, pourront reposer les cartes sur la table et avec En Marche, et avec le PS, et avec LR, enfin, tout ça dans une espèce de... Embrassons-nous, fol amour. Je ne sais pas comment ça va se passer et je ne me hasarderai pas à faire de pronostics là-dessus. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le côté la reconstruction des 2 partis piliers français ne sont pas un sujet. Parce qu'en fait, même si les Français n'en partent pas directement, ça dit quand même quelque chose de ce que tout ça est devenu. Je prends juste l'exemple de la droite. Si aujourd'hui il y a une reconstruction à droite, ça se fait entre 2 piliers qui sont le pilier dont je parlais tout à l'heure, cette droite humaniste, modérée, voire centriste, et cette droite qui
qui s'est extrémisé, qui pendant disons, résumons, les 10 années de Nicolas Sarkozy, a dérivé lentement vers l'extrême droite et qui pose un vrai sujet de fond aujourd'hui à la droite, pour le coup, de projet. On le voit notamment en région PACA, qu'on prend toujours en exemple ici, mais qui est très important électoralement à droite, où par exemple, quand on les a interrogés là en reportage, quand on a interrogé les militants LR ou les sympathisants simplement de droite de la région pendant nos reportages pour la présidentielle, nous ont tous clairement explicité qu'ils voteraient Marine Le Pen en cas d'un second tour Macron-Marine Le Pen. Et en fait, c'est pas un petit sujet quand même. Il me semble que ça dit quelque chose et de la droite et de toute manière de l'extrémisation d'une partie de l'électorat français. Pourquoi je dis ça? Parce que je rebondissais à ce que vous disiez et que ça me semble quand même un vrai sujet de fond, quoi. Voilà. On va... Oui, Voilà, il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de personnes se reconnaissent dans le programme de Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'elle fait un tel score aujourd'hui. Voilà, il faut reconnaître cela. Nous l'avons documenté, voilà. Ça fait les trois précédentes expressions. On est d'accord. Oui. Ce soir, ce qu'ils disent, c'est l'importance de 4 forces dans le pays. Il ne faut pas l'oublier parce que les résultats sont extrêmement serrés. Je ne sais pas où on en est maintenant et je ne suis pas en train, c'est pas pour remettre en cause, c'est juste pour dire que ce serait une erreur de penser que là, la France se partage entre, je vais la caricaturer, entre les fanatiques de la mondialisation, voilà, et les fanatiques nationalistes et racistes de Marine Le Pen. Je ne pense pas que ce soit la réalité de la France. Et quand vous avez parlé des questions des triangulaires... D'où l'enjeu du Parlement. Quand vous avez parlé aussi de la question des législatives, nous aurons aussi notre place là-dedans, parce que quand vous avez parlé, vous avez dit le PS. En fait, d'abord, je me demande bien quel programme va porter le Parti socialiste. Moi, ça me concerne, parce que je suis dans la circonscription, briguée une énième fois par Jean-Christophe Cambadélis, qui y est depuis 20 ans. Vous êtes l'adversaire du premier secrétaire. Je me demande bien ce que le premier secrétaire du Parti socialiste va porter comme programme à ces législatives. Je regarderai ça avec attention. Maintenant qu'on connaît le score d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, pardon, et qu'il semble qu'il ait un candidat Emmanuel Macron en face de lui. Il va se passer des choses assez étranges à ces législatives, parce que là, la question du programme, c'est pour ça que ce n'était pas pour voter en touche, c'est que la question du programme, elle se pose. Aujourd'hui, on est face à une recomposition. Globalement, on a plutôt 3 pôles, et qui là, ce qui apparaît, parce que quand on voit comment Fillon s'effondre, alors après, avec d'autres raisons aussi, mais en gros, on a un pôle d'une droite radicalisée, trumpisée, qui est en train de s'installer très nettement dans le pays, voilà, comme une force majeure du pays. Un pôle que vous êtes en train d'inventer, mais enfin vous n'inventez pas non plus la pluie, c'est démocrate, voilà, à l'américaine. Vous êtes l'équivalent de ce pôle démocrate, et donc c'est un pôle... N'oubliez pas que Bernie Sanders, dont certains soutiens ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, était dans la campagne démocrate. Je de la gauche, précise juste ça. Vous avez dit démocrate à l'américaine, je précisais que des soutiens... Bernie Sanders a essayé d'être candidat là, et certains de ses soutiens ont même soutenu Mélenchon. Donc c'est parfois plus compliqué, les démocrates. Ah non, parce que je ne comptais pas Bernie. À l'américaine. Oui, mais c'est façon Clinton, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un enjeu pour la gauche aujourd'hui. Il y a un enjeu à ce... Alors, je m'exprime mieux. Je vais dire qu'il y avait, de la même façon que dans l'élection américaine, il y avait finalement le système des primaires a fait advenir 2 candidats, d'accord, Trump, Hillary Clinton, avec le succès qu'on sait. C'est pour ça qu'on peut aussi être inquiet du second tour et qu'on ne doit rien considérer comme acquis. Voilà. Parce qu'il y a eu, avec le résultat qu'on sait. Mais on sait aussi qu'il y avait un 3e pôle et que c'est le système des primaires qui l'a évincé, ce 3e pôle, qui était celui de Bernie Sanders, et que je me permets de ne pas nommer démocrate, parce qu'en fait, historiquement, d'ailleurs, eux-mêmes le disaient, c'était un affreux socialiste, mais enfin, qui a quand même réussi à faire une campagne extraordinaire dans le pays, et je pense que c'est ce que la gauche doit réussir à incarner. Et je ne sais pas s'il faudra appeler ça la gauche ou pas, parce que vu tous ces échecs, mais il y a ce pôle-là aussi qui existe dans le pays et qui existera aux législatives, n'en doutez pas. Sincèrement, vraiment, les travailleurs qui permettent à ce live d'exister commencent à s'inquiéter dans mon oreillette sur la durée de travail. Juste en 2 secondes, parce qu'on est tous en train d'anticiper le second tour comme une victoire d'Emmanuel Macron. Simplement, pareil, à droite, le petit sujet aussi, c'est la division entre les élites qui ont tout appelé à voter Emmanuel Macron et la base du parti qui quand même est plus favorable aujourd'hui à Marine Le Pen et qui, c'est une première, a créé ce qui manquait à Marine Le Pen dans les élections précédentes, c'est-à-dire une réserve de voix. Donc il ne faut pas non plus l'enlever. Merci.
programme. Ce sera très Merci important. d'avoir rappelé le précédent Trump. Hein. Tout le monde pensait que c'était plié, donc attention, hein. Il y a un enjeu sur le second tour. L'extrême droite et Emmanuel Macron, quel que soit le débat sur ce qu'il représente et les forces qui l'accompagnent, ce n'est pas la même chose. Un dernier point, Hubert, sur les dernières nouvelles avant de clore. Eh bien, écoutez, on va affiner les fourchettes. Emmanuel Macron est un tout petit peu plus haut que ce que je vous disais tout à l'heure. Il est à 23,9, presque à 24. Ce sont des estimations toujours, hein. Ce ne sont pas encore des résultats. Marine Le Pen est à 21,7. C'est un petit peu moins, 2 décimales de moins que tout à l'heure. François Fillon est donné à 20%, donc un tout petit peu plus. Jean-Luc Mélenchon à 19,2%. Benoît Hamon à 6,3%. Nicolas Dupont-Aignan à 4,8%. Jean Lassalle à 1,2%. Philippe Poutou 1,1%. Nathalie Arthaud 0,7%. François Asselineau 0,9%. Jacques Cheminade à 0,2%. Emmanuel Macron vient de s'adresser à ses partisans, à ses militants. Il s'est adressé directement à eux pour les remercier. Il leur a dit qu'en une année, ils avaient changé le visage de la vie politique française. Et puis, il a eu cette phrase qui dit son programme pour la quinzaine à venir, en tout cas, et peut-être ensuite pour son quinquennat s'il devait être élu. Il dit « Je dois maintenant aller au-delà de vous ». Et je dois rassembler tous les Français. Emmanuel Macron qui parle plusieurs fois, plusieurs reprises, qui insiste sur la nécessité de développer, de rénover l'Europe. Il dit que le défi, c'est de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de résoudre les problèmes qui se posent au pays depuis 30 ans. Et puis enfin, il parle naturellement, et là c'est pour l'immédiate après-élection, s'il devait être élu, de constituer une nouvelle majorité. Là, il parle des élections législatives qui interviendront rapidement. Jean-Luc Mélenchon a finalement pris la parole. Il est intervenu devant ses militants, mais sans donner d'indication ni de consigne de vote. Il a expliqué que pour l'instant, il voulait attendre les résultats définitifs. Il voulait attendre que les résultats soient connus et ensuite consulter sa base pour donner une indication pour le second tour. Il a terminé avec une phrase lyrique, comme il en a le secret parfois. « Patrie bien-aimée, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer ». Fin de citation. Alors les appels se sont multipliés toute la soirée, je vous l'ai indiqué dans mes précédentes interventions. Hein. François Fillon a appelé à voter pour Emmanuel Macron, de même que Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, François Barouin, Xavier Bertrand, Luc Châtel, Alain Juppé, j'en citerai d'autres. Côté Parti socialiste, Benoît Hamon, naturellement, Aurélie Filippetti, Christiane Taubira, Martine Aubry aussi, François Hollande qui a appelé directement le candidat arrivé en tête de ce premier tour pour le féliciter et qui se prononcera dans les heures qui viennent, mais pas ce soir. Le patron de la CFDT appelle à battre le Front National. François Bayrou a répété plusieurs fois au cours de cette soirée que son combat des 20 précédentes années trouvait enfin sa réalisation. Je vous parlais tout à l'heure des ralliements, des soutiens à droite ou des appels à voter pour Emmanuel Macron. Jean-François Copé l'a fait, mais il a eu des propos très durs à propos de François Fillon, sans le nommer directement. Il parle de fiasco lamentable. Il dit que la droite vit son 21 avril. Et puis il a aussi cette phrase qui présage de lendemain assez compliqué à l'intérieur de LR. Il dit « Il y avait... à la place de François Fillon, un candidat tout désigné, c'était Alain Juppé, mais il a été empêché par certaines petitesses. » Je ne sais pas de qui viennent les petitesses, j'ai un petit peu l'impression qu'il parlait de Nicolas Sarkozy. Donc la droite n'échappera pas à ces problèmes, ils vont être énormes. Elle a connu une défaite
exceptionnel ce soir, alors qu'on l'a donné absolument vainqueur inévitable il y a 6 mois. La gauche non plus n'échappera pas à ces problèmes parce qu'il y a eu un double séisme pour la gauche. Il y a d'abord le séisme au sein du Parti socialiste, et puis il y a cette montée de Jean-Luc Mélenchon. On a une inversion totale. Le grand parti, ce n'est plus le Parti socialiste qui est en quelque sorte en voie de passoquisation. Le plus fort maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il y a un second séisme qui ne pourra pas être négligé à l'approche des élections législatives, c'est que l'ensemble de l'électorat de gauche, et en comptant même l'extrême gauche, cet ensemble a perdu au minimum 10 points et sans doute un petit peu plus par rapport au même total de 2012, l'année où François Hollande a donc été élu. Le Front National n'échappera pas, lui non plus, à ces problèmes, puisqu'il n'atteint pas un score au niveau de ce que Marine Le Pen espérait, et se posera le problème, son problème existentiel, est-il un parti du refus ou est-il un parti de gouvernement? Et puis, En Marche également, il va falloir concrétiser cette candidature qui a rassemblé ce soir, qui est sortie en tête, mais qui continue, et on l'a assez ressenti une fois encore ce soir. C'est une idée En Marche, mais c'est une idée assez nébuleuse. D'ailleurs, la scénographie de ce soir, de l'intervention d'Emmanuel Macron, indique bien à elle seule, et simplement dans la manière dont elle s'est déroulée, à quel point le problème ne sera pas simple et à quel point ce problème devra être résolu. Emmanuel Macron a fait une entrée à l'américaine avec son épouse. Il a fait une entrée en fait de président élu. Il était accompagné de voitures, il est arrivé, enfin bref... Il est très probable qu'il soit élu, en tout cas on l'espère, puisque s'il n'était pas élu, c'est que Marine Le Pen le serait. Mais cet élu, et donc ce président qu'on a vu ce soir, c'était une scénographie de président, il a 24% des voix. Un président avec 24% des voix et qui aura tous les pouvoirs. Si ça ne pose pas un problème institutionnel, c'est que la politique n'existe pas. Or ce soir, on a bien vu que la politique existait et que, pour le cas où quelqu'un l'oublierait, cette politique se vengeait après un certain temps. Mais en tout cas, ce soir, elle s'est beaucoup vengée. Merci Hubert Huertas, merci à tous nos invités, merci aux amis dessinateurs de Battre la campagne et de la revue dessinée en partenariat avec Arte, merci à toute l'équipe de Small Gang et autour de Pierre Catan qui assure tous ces lives, et bravo à la rédaction de Mediapart de vous permettre de suivre tout cela. En effet, une politique qui n'est pas écrite d'en haut, qui est aussi celle que fait la société, une politique qui en effet est de notre point de vue profondément critique de ce présidentialisme délétère qui passe à la moulinette du pouvoir personnel et dynamique de la société. C'est les enjeux qui sont devant nous après avoir bien sûr fait barrage aux forces de l'ombre, aux forces de la haine, aux forces de la chasse aux boucs émissaires. C'est évident, cela va de soi, mais il ne faut pas l'oublier, ça n'est pas automatique. Encore une fois, les mauvaises surprises arrivent parfois, une abstention très forte, une faible mobilisation de l'électorat, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça a donné M. Trump aux États-Unis. Donc, attention à ne pas faire la politique du pire, mais reste que dans tous les cas de figure, l'indépendance, c'est maintenant, et nous continuerons notre rôle de journal indépendant face au président élu. Mediapart vous donne rendez-vous très rapidement, au-delà de tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, sur vos tablettes, vos ordinateurs, vos portables, mais il vous donne rendez-vous pour un prochain live. Ce sera mercredi prochain, et nous le consacrerons, grâce à Hélène Salvi et à Lucie Delaporte, à la droite, à tout ce qui se passe à droite. Peut-être qu'Alain Juppé viendra nous dire, non, je ne crois pas, mais peut-être qu'il pourrait venir nous dire. En tout cas, vous verrez, il y aura des surprises, et la droite sera là, à Mediapart, la droite celle qui, du moins, ne veut pas céder à l'extrême droite. Merci.